Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi, 3, 4 à 5 sujets, donc les sujets de la semaine. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir ici sur le plateau aujourd'hui Dr Saïd Khalil, ex-premier secrétaire du FFS. Saïd Khalil, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Merci. Hassan Loussif, journaliste et militant des droits de l'homme. Hassan Loussif, bonjour, bienvenue. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation et puis je salue aussi tous ceux qui nous regardent. Et je suis très honoré de partager le plateau avec Dr Saïd Khalil qui incarne pour nous la rectitude, le sens de l'honneur et l'éthique mise au cœur du combat pour les libertés démocratiques. Merci Hassan, c'est réciproque. Merci beaucoup. Merci Hassan Loussif, merci Saïd Khalil. Et il y aura avec nous aussi Abdelwahab Zaatri, professeur à l'Université Constantine. Abdelwahab Zaatri, bonsoir. Bonsoir, merci à vous, mes salutations à vos invités et à ceux qui vont nous écouter. Merci, marhaba bik. Alors sans tarder, on va regarder les titres d'aujourd'hui et on revient. Algérie, Monde Info. Mouvements sociaux de Djelfa et Ouergla, Ouihia s'en prend aux protestataires. Par la rédaction. Donc c'était le titre du premier sujet. Protestation sociale un peu partout en Algérie, à Ouergla, à Sidi Blabès, à Djelfa. Les gens sortent dans la rue pour crier leur colère contre le chômage, le manque d'infrastructures, manque d'eau, manque d'électricité. Il y a énormément de problèmes qui touchent pas mal de villes en Algérie, pour ne pas dire tout le pays. Donc on a vu comment le régime a réagi par rapport à ça. On a vu le discours de Ahmed Ouihia qui a qualifié ces jeunes de moucharibines, perturbateurs, au lieu d'aller les voir justement descendre dans la rue pour rencontrer ces citoyens. C'était ça la réaction du Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur, pire, il est parti jusqu'à dire que ces gens a comparé ces jeunes justement aux terroristes quand il a parlé de l'instabilité ou ces jeunes qui menacent la stabilité du pays. Monsieur Saïd Khalil, quelle est votre première lecture par rapport à ces protestations sociales? Les protestations sociales, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous sommes depuis que l'Algérien a la possibilité d'investir la rue et exprimer son mécontentement, sa colère, sa révolte et tout ça, il l'a toujours fait. Donc, mais c'est la conjoncture, le contexte qui diffère radicalement. Aujourd'hui, on est dans le compte à rebours pour le 5e mandat. Et ce qui explique la panique, la perte de sang-froid du régime. Mais ce n'est pas leur première fois quand même, cette manière de réagir ou de gérer les crises. Ils ont toujours été comme ça, non? Oui, mais le contexte est délicat. On traverse une situation d'une zone de turbulence assez dangereuse pour tout ça. Effectivement, il y a un risque. Mais l'Algérien continuera à protester, continuera et tout ça. C'est comme s'il y avait deux logiques antagonistes ou alors qui s'ignorent, quoi. Eux, ils sont dans leur logique de perpétuer, de pérenniser le système. Et l'Algérien, beaucoup sont dans la logique de survie. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas d'intermédiation politique et sociale, parce que le régime, depuis plusieurs mandats, a travaillé à stériliser la société civile, à la neutraliser, aujourd'hui, on risque de se retrouver faire contre faire. Ces jeunes, c'est un véritable volcan. Hein, et le régime, il risque de n'avoir que ses forces de répression pour sauver sa peau. Hassan Loussif. Concernant le régime, le discours que véhicule le régime, qu'il développe par rapport à ce qui se passe par rapport à la colère sociale qui est légitime, il n'en est pas à sa première, parce que, d'ailleurs, c'est les propos de comment il s'appelle, Ahmed Ouihia, qui qualifie de moucharibine, me rappelle le triste souvenir de la jeunesse algérienne, dont 500 jeunes ont été tués en octobre, qui ont été, dans les manifestations, ont été qualifiés de chahut de gamins. Donc le régime, au moins depuis cette date-là, de toute façon depuis sa naissance, il est toujours dans cette logique violente.
concernant les manifestations politiques, les manifestations pacifiques de la population, moi je salue d'abord la sagesse de cette population qui ne verse pas dans la violence et qui refuse d'aller dans le jeu des manipulations. Parce qu'on voit par exemple ce qui s'est passé au Régla, il y a une grande sociale, le sous-sol qui dure depuis des années, des décennies. Oui, mais ça dure dans toute l'Algérie. Voilà. Il y a le sous-sol qui est plein de richesses et tout. Ces richesses sont détournées. Et sur le sol, nous avons la misère. Et donc, la population dit non à cette misère. Mais aussi, nous avons, face à cette grande sociale, nous avons des éléments qui se sont greffés. Et ça fait des années, ça se passe comme ça depuis des années, Saïd sera d'accord avec moi, qui se sont greffés pour ramener cette contestation sur le terrain de la religiosité populiste. Et de l'autre côté, nous avons aussi ceux qui se font passer pour des procureurs de la plume, qui manifestent avec un discours virulent ce que l'on peut appeler le fondamentalisme laïciste. Ils veulent détourner le débat. Ils veulent détourner le débat. Donc, qui sont en train de jouer le jeu du pouvoir, du régime. Ces éléments-là, je parle des éléments-là, parce qu'il faut dissocier entre la colère des populations, la colère des habitants de Ouelgla et de la population un peu partout en Algérie, et tous ces éléments-là qui surfent sur la religiosité populiste et de l'autre côté sur le fait de réduire la culture à ses avatars, au culturalisme, au laïcisme, tout ce qu'on veut, et on exclut la culture de tout ça, et donc on exclut les intermédiaires sociaux, que ce soit les croyants qui ne sont pas pratiquants, que ce soit ceux qui ne croient pas mais qui sont culturellement religieux, ils font l'Aïd, comme ici ils font Noël, ils font aussi Pâques. Donc on les exclut, on détruit les mécanismes de médiation au sein de la société, on empêche la société de s'autonomiser par rapport au régime actuel. Et quand on joue sur ce levier-là, ça fait un mélange très, très, très dangereux. Abdelouhab Zaatri, justement par rapport à ce que Hassan Loussif disait, donc ce phénomène culturel, on a vu des images des jeunes qui accomplissaient leurs prières dans la rue, donc cela a fait toute une polémique en Algérie, ça continue d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, cela est vrai. À mon avis, ce problème-là d'expression sociale, il a toujours été divisé, surtout dans les pays arabo-musulmans. Ces dernières années, on voit toujours qu'il y a une dichotomie. Quand on demande aux pays, dans les pays arabo-musulmans, d'y aller vers des choix démocratiques, on voit qu'il y a deux tendances principales. Une tendance qui va vers l'islamisme, qui est un fond commun à l'histoire et à la culture de ces sociétés. Et il y a une autre voie qui est celle qui veut être moderniste, un peu. À un certain moment, c'était la gauche, c'est le modernisme, c'est l'ouverture. Et nous arrivons toujours à une confrontation entre les deux. Et le pouvoir, justement, joue sur cette dichotomie, sur les extrémistes de ces deux mouvements pour rester et pour durer, pour dire je suis là. C'est pour préserver donc l'équilibre social, la sécurité. Et bien sûr, les deux voies dans le parti extrémiste, au lieu l'extrémisme en particulier, il est allumé surtout par la misère, par la malvie, par des situations traumatiques de négligence et d'oubli. Lorsque la misère augmente, elle amplifie l'extrémisme et les réactions extrémistes. C'est le problème. Donc, à mon avis, le débat doit être continué. Et
au lieu d'éviter l'extrémisme total que les islamistes menacent les soi-disant modernistes et que les soi-disant modernistes s'attaquent à certaines croyances de ces soi-disant aussi musulmans ou islamistes. Donc le débat doit continuer pour chercher un consensus et pas la confrontation, parce que la confrontation ne va nous mener à rien. Elle a surtout été utilisée peut-être par des pays puissants pour détruire et pour créer le trouble dans ces pays comme les nôtres. Oui. Abdelwahab Zaatri, beaucoup diraient aussi qu'il y a manipulation de la part du régime, du moins en ce moment, par rapport à ce que disait Dr Saïd Khalil, le 5e mandat qui arrive, des échéances qui sont très très importantes pour le régime. Est-ce qu'il y a ça aussi? Est-ce qu'on veut juste faire de la diversion par rapport au sujet, aux problèmes réels de l'Algérien, justement, parler de la religion, de la prière, il a fait la prière, on ne fait pas la prière? Exactement, le pouvoir, il rêve d'avoir des situations de confrontation entre éléments ou pans de la société. C'est là où il peut intervenir et manipuler. Donc pour lui, il fait peur aux modernistes par quelques extrémistes islamistes ou musulmans, selon le cas, pour dire voilà, ces gens-là, ils vont vous menacer, s'ils auront le pouvoir, ils vont vous démolir et ils vous font fuir. Et à l'inverse, il va dire aux islamistes, les modernistes ne vont pas respecter vos croyances, ils vont vous écraser, vous êtes déjà misérables et ils vont encore prendre toutes les richesses pour eux et aller faire une ouverture sur les pays occidentaux et vous allez être complètement défigurés, vous ne pouvez pas vous adapter avec eux. Donc le pouvoir, il peut aller même, il rêve de ces situations parce qu'il va faire croire aux uns et aux autres qu'il est là pour les protéger. Et ils vont finir par faire appel à lui. C'est là où il va réussir son jeu. Donc finalement, les uns et les autres, en cas de confrontation, ils vont dire c'est le pouvoir qui va qui va nous sauver. Donc c'est très très grave. Et cette question, dans le fond, elle date depuis Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun l'a déjà décrite. Ibn Khaldoun, de son époque, il a vu des situations pareilles et il a clairement écrit que quand le pouvoir en place devient incompétent, quand la crise économique et financière devient grave, quand la population devient misérable, qu'est-ce qui se passe? Les voix religieuses deviennent dominantes parce qu'ils vont dire aux gens la cause de votre misère, c'est parce que les gouvernants n'appliquent pas la charia, n'appliquent pas dans les normes de la religion. Suivez-moi et nous allons rétablir donc l'islam fondamental avec l'égalitarisme, avec tout ce qui va avec, et vous allez réussir. Et Ibn Khaldoun, de son époque, il avait déjà observé que les islamistes qui viennent en masse, il disait même un mot, qu'ils font appel à toute la horde des gens qui n'ont pas de culture et qui vont les suivre parce que pour eux c'est fondamental. Restez avec nous, docteur Saïd Khalil, je reviens vers vous justement. Alors, continuons sur les protestations sociales. Est-ce qu'il y a un problème aussi de représentativité dans la société aujourd'hui en Algérie? C'est que les partis politiques ne sont plus là, la société civile, les associations ne sont plus là. Ces jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes et ils descendent dans la rue, ils font de la prière, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, on avait abordé ce problème dès qu'on a parlé de cette grogne sociale, de cette colère. Il n'y a pas d'intermédiation sociale et politique, ni syndicale, ou très peu, ou lorsqu'elle existe, elle est très corporatiste. Nous n'avons pas un syndicat type UJTT, où vous avez vu le rôle qu'il a joué dans l'intermédiation et dans l'émergence d'une constitution qui a pu quand même dénouer. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'un octobre 88 est en train de se jouer. C'est pour ça que nous disons attention au piège. Le piège, dès lors que vous n'avez pas le politique sur le terrain, donc toutes les manipulations, c'est possible. Donc, mais où est passé le politique justement aujourd'hui? Il est où? Écoutez, le régime a travaillé à la normalisation depuis l'arrêt du processus électoral. Donc, en fait,
Maintenant, on va demander au régime. Vous nous avez dit en 92, on y était, on a joué le jeu, on a préparé des élections, on s'est présenté, on a fait des campagnes, et puis bon, l'élection ne vous a pas plu, vous l'avez arrêté, sous prétexte que le fils va instaurer une république islamiste, une dictature, une charia, et que sais-je. Bon, alors maintenant, 25 ans après ou 30 ans après, j'ai perdu le sens du temps, on en est où? Vous avez arrêté cette élection pour nous proposer une démocratie, des droits de l'homme, pour une Algérie heureuse. On en est où? On en est en octobre 88, on tourne en rond. On tourne en rond. Ce qui dit, moi, j'ai comme l'impression que le seul indicateur qui va peser dans notre pays, c'est le baril, c'est le prix du baril. Dès lors que nous n'avons plus rien à distribuer, parce que la rente aussi c'est un élément important dans l'analyse qui pèse lourdement, aujourd'hui on sera acculé. Si nous, on ne veut pas se réformer, on va nous refermer de l'extérieur. Donc voilà aujourd'hui où ce qu'on en est. Tout le reste, si vous voulez, c'est des soubresauts d'une crise profonde. Hassan Loussif, justement. Moi, je pense qu'il est temps de remettre la culture au cœur de la vie de la société. Dalmouloud disait, le Siaforbien, il disait qu'est-ce qu'une culture vraie si ce n'est un instrument de libération. Et une culture vraie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Dassaï, culture vraie, c'est une culture vécue. Donc la culture libère la société, elle lui permet de se renouveler, elle lui permet de rêver, elle lui permet c'est l'âme du peuple, elle lui permet d'innover, d'aller dans la recherche, d'être présente sur le plan géopolitique, de participer au mouvement d'idées qui régissent le monde. Et c'est ces jeunes-là s'approprient justement cette manière, la prière dans la rue, pour... bon, est-ce que ça fait partie de la culture? Je suis en train d'expliquer le phénomène, en fait. Donc, le phénomène de déculturation, tel que décrit par Olivier Roy, il dit que la déculturation, justement, c'est la perte du sens social du religieux. C'est quoi le sens social du religieux? Je donne un exemple. Le mariage. Il se fait à base de la Fatiha. Et la famille, c'est la première unité sociale. Oui, de la société, oui. Voilà. Donc, le mariage se fait à base de la Fatiha. Il se passe dans le cadre des rapports sociaux, dans un cadre culturel et de rapports sociaux. Si on enlève la culture de tout ça, si on réduit la religion à de la religiosité populiste, ça donne quoi? Ça donne le fondamentalisme. Maintenant aussi, si on empêche la société de vivre sa culture dans sa diversité et dans sa pluralité, c'est-à-dire qu'on réduit la culture à ses avatars, ça donne quoi? Ça donne une autre forme de fondamentalisme, de culturalisme ou bien de l'identitarisme. Et si on enlève la culture à la politique, ça donne le totalitarisme. Parce que la société libère, la culture libère la société et la politique donne un sens à cette libération, dans le sens où la politique offre à la société, permet d'identifier des sources de pouvoir au sein de la société. Parce que nous avons une idée assez étriquée du pouvoir, du fait que cette notion de pouvoir a été empoisonnée, elle a été pervertie dans notre pays. Alors qu'au sein de la société, nous pouvons identifier des sources de pouvoir. Par exemple, sur un terrain, il n'y a rien du tout. Je ramène, c'est-à-dire je plante un olivier. J'interviens de façon positive, j'impacte ce terrain-là de façon positive, et donc j'exerce un pouvoir de façon positive. Donc, maintenant, concernant les instrumentalisations qui sont faites de la religion et de la culture, et là je viens vers la culture, disons qu'au sein du pouvoir, il y a toujours cette vision rétrograde. Est-ce qu'on peut sérieusement parler de culture en ce moment, surtout dans cette conjoncture? Le pouvoir, les gens du régime, les hommes du régime, est-ce que regardent vraiment c'est quoi la culture? Qu'est-ce que c'est la culture? Parce que quand on voit aujourd'hui, d'ailleurs, Azdin Mehoubi, le ministre de la Culture, qui s'est déplacé à Sétif pour l'inauguration de la statue de Ain el-Fouara, on n'a pas vu ce même ministre au festival de Teferdoud.
en Kabylie, ce festival qui était magnifique, une belle image de solidarité, des artistes venus partout de l'Algérie, ils n'étaient pas là. Mais ça veut dire quoi, cette séquence-là? Cette séquence-là veut dire que le régime a toujours un regard rétrograde, c'est le regard jdanovien sur la culture. Donc on cherche la polémique, on cherche la diversion. On cherche l'instrumentalisation. Oui. Pourquoi? On instrumentalise, on oppose la religion, on construit des oppositions artificielles entre la religion et la culture. C'est ce qui s'est passé à Dassaïd au début des années 90. On a instrumentalisé la culture et la religion et ça a donné ce que ça a donné. Pour actuellement, dans le contexte actuel, pour alimenter la confusion entre stabilité et immobilisme. Hassan Loussif, je reviens vers vous. Abdelouhab Zaatri, beaucoup aussi disent, du moins sur les réseaux sociaux, la presse, les intellectuels algériens, ceux qui arrivent aujourd'hui à dire 2-3 mots par rapport à tout ce qui se passe en Algérie. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais on parle aussi de Sahwa, ce réveil de ces jeunes aussi. Peut-être parce que ces jeunes sont réveillés aujourd'hui et ils ont besoin ou ils veulent changer les choses parce que ça ne veut pas venir, en tout cas. Ils sont là à attendre depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été fait, que des promesses. Effectivement, là est tout le problème. Les jeunes Algériens et même les moins jeunes, ils ont perdu confiance totalement dans ce pouvoir que nous avons. Déjà, comme certains de vos invités ont fait allusion, en 88, quand il y a eu l'explosion sociale, on croyait réussir dans un modèle de développement, dans un projet de société à la fois moderne et qui respecte, disons, les bases culturelles de notre pays. Mais ça n'a pas été le cas. Nous nous sommes retrouvés dans une guerre civile qui a été suivie par l'instauration d'un pouvoir de voleurs, de vendeurs de cocaïne et qui nous tient depuis 20 ans et qui ne veut même pas changer de méthode ou un temps soit peu. Donc, les jeunes ont perdu toute confiance, les moins jeunes aussi. Maintenant, c'est la débandade, c'est la fuite. Qu'est-ce que vous voulez que fassent les jeunes? Ils ne font plus confiance dans les partis politiques. La plupart des partis politiques fonctionnent en boucle fermée. Ils travaillent pour leur propre compte, donc ils veulent s'enrichir. Ils sont à l'image même du pouvoir que nous détestons. Ils fonctionnent comme des clubs privés. Donc, où voulez-vous que les jeunes trouvent un moyen d'expression? Personne ne les écoute, ils restent à fuir, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils veulent fuir ce pays, et sinon ils auront une autre guerre civile et ils n'en veulent plus parce qu'ils ont déjà testé il y a quelques années une première guerre civile. Donc qu'est-ce que vous voulez? Le pouvoir Hada, il est prêt et il est préparé pour la confrontation avec les manifestations et les opposants. Voilà. Donc il Abdelouhab Zaatri, restez avec nous. Saïd Khalil, Abdelouhab Zaatri, justement parler de la guerre civile. On a vu 7 militaires assassinés le lundi 30 juillet. Le site internet d'information TSA a rapporté l'information qu'il y avait justement, il y a eu cet attentat, qu'il y avait 7 soldats tués, mais pas l'armée. L'armée n'a pas communiqué sur cet attentat. On a parlé des terroristes abattus, mais on n'a pas parlé des militaires. Et d'ailleurs, je renouvelle justement mes sincères condoléances aux familles des disparus. Habituellement, il faut reconnaître que jusque-là, ils ont géré ce côté-là sécuritaire que d'un point de vue communication, d'un point de vue, disons, même sur le terrain, quoi, et tout ça. Mais aujourd'hui, peut-être qu'un attentat peut prendre des proportions autrement plus graves. Vu la situation encore, il faut revenir donc au contexte, à une situation politique des plus aléatoires, où il y a de la confusion, il y a un manque de communication par rapport à ce qui s'est passé, parce que lorsque on démet un responsable de ce niveau-là, c'est-à-dire de la sûreté nationale ou un chef de région militaire et tout ça, c'est quand même grave, c'est important. Bien sûr. Ou un patron de gendarmerie nationale. Donc, dans un contexte comme ça,
très perturbées, très opaques, etc. Donc, le moindre incident peut prendre des proportions gravissimes, quoi. Donc, aujourd'hui, si jusque-là, ces années précédentes, il faut le reconnaître que la situation a été maîtrisée et gérée, heureusement d'ailleurs, et tout ça, parce que quand même, vous ne pouvez pas bâtir sans sécurité, vous ne pouvez pas bâtir... Absolument. Mais aujourd'hui, je crois que si ça se complique du côté sécuritaire, je crois que on n'est pas, j'allais dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Justement, cela m'emmène à poser une autre question par rapport à ça, c'est que le terrorisme donc, est toujours là. Écoutez... Parce que le discours officiel ne dit pas ça. Moi, il faut quand même être objectif. Nous qui avons vécu les années 90, même début des années 2000, aujourd'hui... Ce n'est plus la même chose. Pas du tout. Parce que pour être, comment dirais-je, pour être crédible, il faut être quand même objectif. Il faut être objectif. Non, on se pose des questions, justement. Oui, il faut être objectif. Ceci dit, un pays comme un immense pays comme l'Algérie, avec d'immenses frontières, etc., nous sommes confrontés à un défi sécuritaire hors norme. Hors norme. C'est pour ça, au fait, il s'agit de stratégie sécuritaire. Or, la stratégie sécuritaire, est-ce que vous allez vous appuyer uniquement sur les militaires, les gendarmes, les policiers Non. La stratégie sécuritaire, la sécurité nationale, s'appuie d'abord sur la population, sur la stabilité de la population, sociale, économique, politique. Et les militaires, les forces militaires, ça interviennent en aval, j'allais dire. Hassan Loussif, aujourd'hui, je pense que, d'ailleurs, tout le monde le dit justement, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher une information. Il y a des vidéos. On a vu chaque jour, on voyait une vidéo de 7 soldats enterrés chez lui. Comment il est arrivé, comment il est reçu. Donc, on le sait tous, mais on ne le sait pas. Moi, il y a des questions qui restent posées concernant le silence de l'armée sur cet attentat, sur ces militaires qui ont perdu la vie. D'ailleurs, je présente encore une fois mes condoléances à leur famille. Et je dis une chose. Attention, l'institution militaire ne doit pas être traversée par des luttes, quelle que soit leur nature. Nous savons que l'institution militaire est prise en otage, mais disons-le clairement, c'est la seule institution qui fonctionne dans le pays. Maintenant, je note que cet attentat-là intervient au moment où... Vous voulez peut-être parler des gens qui confondent un peu entre terrorisme et élection à chaque fois? Attendez, j'y viens justement. Je note que cet attentat-là intervient au moment où on parle de stabilité. Et on maintient la confusion entre la stabilité et l'immobilisme. Parce que maintenir l'Algérie dans l'impasse historique qui la menace de disparition, je n'appelle pas ça stabilité. Donc, je note ça. Et je note aussi que... C'est très important ce que vous venez de dire parce que justement, Bedoui, en répondant à ces jeunes, c'est exactement je note l'amalgame qui est fait, justement, oui. Je te remercie de m'avoir rappelé ça. Je note l'amalgame qui est fait entre les contestations légitimes et le terrorisme. Non, monsieur Bedoui, les jeunes qui contestent un peu partout en Algérie ne sont pas des terroristes. Non, monsieur Bedoui, la jeunesse algérienne n'est pas ennemie de l'Algérie. Le seul ennemi de l'Algérie, monsieur Bedoui, c'est le régime algérien que vous représentez. Et si demain, il y a effusion de sang, monsieur Bedoui, vous et le régime que vous représentez serez entièrement responsables de tout fleuve de sang qui coulera en Algérie. Hassan Loussif, merci pour cette déclaration. On va écouter justement Bedoui et on continue avec Abdelwahab Zaatari. وهنا أؤكد بأن الدولة لن تتسامح مع أي كان يريد العبث باستقرارها وأمنها والتي ستواصل حربها دون هوادة
ضد الإرهاب وتجفيف منابعه والذود عن كل شبر من أرضنا الطاهرة والضرب بيد من حديد لكل من يريد المساس بأمن المواطن وطمأنينته. الجزائر دولة مؤسسات، فأولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي. Docteur Abdelwahab Zaatri, ça vous rappelle quoi ce genre de déclaration? Finalement, c'est des menaces. Nous sommes dans les années 88 pratiquement. Finalement, notre ministre il est dépassé par le mouvement de l'histoire et ils ont échoué dans le projet de société. Nous avons encore de la pauvreté, de la maladie, de l'ignorance. Ils n'ont pas su maîtriser ces éléments fondamentaux du modernisme, disons. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est de nous menacer. Ils ont échoué, ils ne veulent pas lâcher. Et c'est des aventuristes, ils vont loin. L'histoire fait que après la crise, le commencement de la crise, nous sommes en train de vivre des protestations. Ces protestations ne vont pas s'arrêter tant que la crise ne va pas être résorbée. Plus loin, nous allons avoir comment dirais-je, une régionalisation de ces mouvements et nous aurons aussi le problème dont nous avions parlé, l'islamisme occidentalisme, la dichotomie islamisme-occidentalisme. Donc nous allons avoir des problèmes beaucoup plus dangereux à résoudre. Et ensuite, en troisième lieu, nous pouvons avoir une intervention de systèmes de sécurité étrangers qui peuvent réellement déstabiliser l'Algérie et la partager en morceaux. C'est ça qui fait réellement peur. Et c'est de la responsabilité de ce pouvoir qui le sait et qui refuse de prendre des dispositions pour éviter la catastrophe à l'Algérie. Donc voilà où nous en sommes réellement. Il a beau dire menacer, il ne pourra rien faire s'il n'attaque pas les vrais problèmes qui sont politiques et puis qui sont économiques. C'est le problème. Le chômage, la misère, la malvie, l'eau, la climatisation, la qualité de la vie. Le problème. Ces problèmes-là conduisent à l'extrémisme, et l'extrémisme, qu'il soit religieux ou moderniste, l'Algérie, Abdelwahab Zaatri, restez avec nous. Docteur Saïd Khalid, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la déclaration de Bedoui? Sinon, on passe au deuxième sujet. Bon, on peut revenir après, oui. Hassan? Actuellement, ce qui est différent par rapport à 88, il y a un élément, c'est d'ailleurs M. Zaatri il a évoqué, c'est qu'actuellement, le régime algérien n'est plus souverain, à son niveau, je ne parle pas de souveraineté nationale, il n'est plus souverain dans le processus de décision politique. C'est que la décision politique se prend au niveau géopolitique. Et ça, c'est un danger pour le pays. On passe au deuxième sujet, les jeunes. Lancement de la campagne pour le 5e mandat. Congrès des partisans de Bouteflika prochainement. Par Ali Boukhlif. 5e mandat, Dr Saïd Khalil. Donc, une vingtaine de partis politiques sont appelés à se réunir à Alger pour appeler Bouteflika à briguer un 5e mandat. Écoutez, d'abord, je m'incline devant la mémoire de ces jeunes. Je me joins donc à vous pour les condoléances. Et j'appelle tous mes voeux pour que pas une seule goutte de sang de jeunes Algériens ne coule encore. Parce Merci. Que trop de sang, trop de misère, trop de souffrance. Et je crois que nous appelons tout le monde à la raison. Pour que l'Algérie a besoin de tout le monde. L'Algérie a besoin d'eux. Et aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Algérie? Voilà. Ce n'est pas qu'est-ce que l'Algérie peut faire pour nous. Parce qu'à partir de maintenant, elle ne pourra pas grand-chose. C'est nous qui allons la sauver ou la laisser s'engouffrer. Alors, quant au 5e mandat, je crois que, je répéterai ce que j'ai dit jeudi,
il n'y a pas pire terrorisme que le 5e mandat. Ce n'est pas les jeunes qui menacent, pour répondre un petit peu au ministre de l'Intérieur, c'est le terrorisme, c'est le 5e mandat, qui est absurde, qui n'a aucun sens. Le 4e, déjà, il a choqué la raison, il a choqué notre patriotisme. Aujourd'hui, donc, ils vont nous infliger. Bon, je n'y crois pas trop. Mais déjà, le fait d'en parler, c'est une agression, une agression sans nom. Donc aujourd'hui, bon, ceci dit, ça c'est pour l'apparat. Ouais. Ensuite, ce qui se joue, il me semble que, vu l'opacité de notre régime, de notre système politique, en fait, les enjeux sont ailleurs. Donc on va nous occuper avec ce cirque de 5e mandat qui n'a aucun sens, jusqu'à ce que les vraies décisions soient prises. Évidemment, Hassan a évoqué le géopolitique, les puissances, parce que n'oubliez pas la position stratégique de notre pays face aux pays du Sahel, face à côté la Libye, aux flux migratoires, tout un. Donc aujourd'hui, nous ne décidons pas seuls, certainement. Donc, et on ne peut pas se permettre d'aller à l'aventure, à l'aléatoire, avec un 5e mandat qui peut être source de toutes les instabilités et de toutes les dérives possibles et imaginables. Hassan Loussif, 5e mandat. Le 5e mandat est une insulte à l'intelligence des Algériens. Le fait, comme vient de le dire Saïd, le fait d'en parler déjà, c'est un manque de respect pour l'histoire de l'Algérie, la mémoire du peuple algérien, tous les sacrifices du peuple algérien et tous les combats qu'il a menés pour sa liberté. Et c'est une insulte aussi pour l'avenir de l'Algérie. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'opposition. Quel côté? De côté politique. Le 5e mandat, c'est le régime qui y plaide. Est-ce que tu parles de la base sociale du régime ou bien du peuple? Parce qu'il y a de l'opposition. D'accord. Donc, de quelle opposition tu parles? Par exemple, on a vu Makri. Ah, ok. Donc, Makri, c'est une proposition qui est intervenue suite à l'affaire, comment on appelle, de la cocaïne. Donc, il y a un rééquilibrage clanique qui est en train de s'opérer. Il intervient, il essaye d'avoir des appuis au niveau du commandement militaire pour avoir un rôle, aussi aléatoire soit-il, dans le simulacre de la prochaine présidentielle. Donc, sa proposition... Cela veut dire qu'elle a été envoyée par un clan? Ça rentre dans une guerre clanique? Non, bon, je ne suis pas dans le secret des clans. Mais je dirais que cette proposition n'a aucune portée politique du moment que, déjà, ils ont manipulé, ils ont mobilisé le terme de la transition. La transition, elle a été phagocytée durant les années 90 et il a été utilisé de façon clanique pour justifier, servir d'alibi à des monstruosités politiques telles que le HCA, tout ce qui s'ensuit. Et par la suite, depuis la venue de Bouteflika, c'est le terme de la continuité qui est utilisé. Donc il y a une confrontation clanique entre continuité et transition et le MSP s'engouffre dedans. Et ça ne nous concerne pas, tout ce jeu clanique-là. Tout ce qui agite la base sociale du régime ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est le peuple, c'est la société. Comment faire en sorte qu'il y ait des espaces de libération de la parole et de promotion de l'écoute s'ouvrent? Comment faire en sorte de montrer que l'Algérie, que la société algérienne a son côté humain, en rendant visible le courant humaniste? Comment faire en sorte que nous fassions, comment faire en sorte que cette société-là se donne. Mais comment la réussir surtout? Parce que le régime, implicitement en ce moment, il est en train de dire justement aux Algériens que toute tentative d'aller vers ce que vous êtes en train de dire passera par la violence. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de faire le chantage à la guerre civile. Mais soyons humbles. Parce que la stabilité, c'est un gros mot en vrai en politique.
Ah bon, entre la stabilité et l'instabilité, en ce qui concerne le régime, il y a la frontière vraiment Parlons-en. très minime. Soyons humbles par rapport à notre société. Nous devons quand même apprendre à la respecter, à respecter son intelligence. Nous n'avons pas de feuille de route comme ça à leur dicter, faites ceci, faites cela et tout. Non. Nous devons respecter le principe de l'autonomie de la société, l'autonomisation de la société. C'est elle qui s'autonomise par elle-même. Nous sommes là à montrer les possibilités pour cette société de se renouveler et de trouver les moyens de se libérer et de produire sa propre histoire. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons remettre l'humain au cœur du combat politique, l'humain, la culture et l'éthique aussi au cœur du combat pour le renouvellement de la société, pour qu'elle puisse se renouveler, pour une métamorphose au sein de la société algérienne qui puisse se donner les moyens de produire sa propre histoire. Abdelwahab Zaatri, l'ex-premier ministre Ahmed Rosali, dans une interview aujourd'hui donnée à le Telegram.fr, a déclaré ceci. Le pays est riche, mais la population est pauvre. Il a dit aussi c'est une erreur de poser la question sur les prochaines élections parce que la prochaine présidentielle constitue un casting où chacun joue un rôle. Il n'y a pas de parti d'opposition en Algérie. Oui, j'ai lu son texte. Il a même écrit un texte beaucoup plus long que ça, mais à mes yeux, il n'a aucune crédibilité. Il a lui-même participé à saboter ce pays tout en étant conscient de ce qu'il faisait. Donc, sa crédibilité est nulle. Et s'il veut se donner une quelconque virginité, ce n'est pas notre propos. Ce qui est sûr, c'est que je suis tout à fait d'accord avec nos invités. Je partage avec eux pleinement leur vision. Notre problème, c'est que ce 5e mandat, ça va être une catastrophe, c'est un désastre pour l'Algérie. En fait, nous avons commencé à sentir depuis ces derniers mandats de Bouteflika que nous sommes entrés dans une forme de colonialisme par nos semblables, malheureusement. Et malheureusement aussi, ces gens ne sont productifs de rien du tout parce que les colons de l'époque française, ils pouvaient au moins travailler la terre ou faire du textile. Ceux-là ne savent rien faire que de saboter l'Algérie et ils ont très bien réussi. Demander le 5e mandat, ça veut dire démolir l'Algérie consciemment tout en sachant qu'on va le faire. Et ils ont décidé comme ça, ils sont devenus très riches, ils ont des milliards et leurs enfants. La dernière étape, c'est la fuite en avant. Maintenant que la crise s'installe, qu'ils ne veulent pas et ne peuvent pas l'affronter, eh bien, on va aller de crise en crise jusqu'à le débordement. Le dernier vote, Bouteflika n'a même pas eu 15% de votants en sa faveur. Combien en aurait-il maintenant que tout le monde le déteste, que tout le monde n'a même pas envie de voir son image tellement elle est humiliante pour nous? Qu'en est-il pour ses frères et sœurs ou sa famille? C'est vraiment une image humiliante et parfois un cadre ridicule qu'on nous propose. Et un homme qui n'existe pas, qui n'a jamais été un grand homme de l'histoire. L'histoire ne retiendra qu'il a réussi à détruire l'Algérie. Abdelwahab Zaatri, restez avec nous. On arrive au dernier sujet, justement. Regardons le titre. HuffPost, 84% des Algériens prêts à s'expatrier pour un emploi, selon une étude américaine, par la rédaction. 84% des Algériens souhaitent s'expatrier, partir pour aller travailler ailleurs. Surtout dans le classement, il y a le Canada, la France, l'Allemagne, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, la Belgique. Ça va être lié. Je crois qu'il n'y a pas pire échec, pire expression de l'échec que ce genre de statistiques, ce genre qui, j'estime que... Boston Consulting Group. Bon, quelle crédibilité on peut leur accorder, mais au vu de, peut-être pas 84, mais je sais, une forte proportion chez les jeunes. Moi-même, il m'arrive de faire des sondages. Chaque fois que je prends un jeune en stop, je lui pose la question.
qu'est-ce que tu comptes faire, où tu veux aller? Ils veulent tous partir. Rarement, un jeune m'a dit, je vais construire mon nid ici, je vais faire. Donc, ça d'une part. D'autre part, au fait, lorsqu'on vous dit qu'il n'y a rien à faire, désolé, Mazafran 2, il y a une proposition. On veut des élections libres et une commission autonome qui ne dépend pas du président, du chef de l'État, une commission autonome, libre, qui va assurer des élections libres. Ah, c'est un début de travail. Si demain, il y a réellement une ouverture du champ politique, je pense que pendant des années, il y a eu de la militance, il y a eu de l'activité politique. Ces gens ne demandent qu'à reprendre du service, qu'à travailler, tout ça. Mais ils ne peuvent pas accepter d'être domestiqués, instrumentalisés pour une élection d'APN qui n'en est pas une, qui est une chambre d'enregistrement, ou alors aller gérer l'ingérable dans des APC sans moyens, etc. Donc aujourd'hui, le problème, c'est la volonté politique. Alors, si la question se pose, veut-on garder ce statu quo mortifère, dangereux, ou veut-on aller progressivement en appelant toutes les forces sociales, les forces de progrès dans le pays, et il y en a, il faut pas... Je dis, si demain le pays, ça s'arrange, je pense que vous allez rentrer. Absolument. Tout ce qui veut, vous allez faire une Maghrébia à Alger, voilà, par exemple. Donc, je crois qu'il faut terminer par une note d'espoir. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Le pays recèle d'un potentiel qu'il a expatrié peut-être pour un temps, mais demain les choses s'arrangent. Pourquoi pas? Il faut quand même, parce que le politique, il a le devoir de semer l'espoir. Merci. Hassan Loussif, dans une autre étude qui a été menée par Rima Othmani, une Algérienne qui est établie ici en France et travaille pour le HESS, donc de Paris, a dit que 36% des haragas algériens sont diplômés. 36% des haragas algériens sont diplômés. OK. Vous savez, moi je dirais une chose. Le régime algérien est entièrement responsable de la destruction du rêve algérien. Maintenant, si les Algériens partent comme haraga, si les Algériens partent comme ils veulent s'expatrier de leur pays, si cette jeunesse-là veut partir, c'est que dans le pays, le régime ne leur offre aucune... du moins, le système politique tel qu'il est... Excusez-moi, juste pour rappeler, pour ne pas être ingrat, que cette étude a rapporté aussi qu'il y a d'autres étrangers qui veulent venir travailler en Algérie. Continue. Bon, ça il faudrait vraiment s'intéresser à l'étude de plus près pour voir à peu près quels en sont les enseignements à en tirer. Mais il y a une chose, c'est que, quelles que soient les conditions, quelle que soit la situation que traverse le pays, la société algérienne recèle des ressources de libération, recèle des sources de pouvoir qui puissent lui permettre de se renouveler. Donc, l'espoir est permis. La jeunesse algérienne, c'est la locomotive de l'histoire algérienne. La jeunesse algérienne, c'est l'avenir du rêve algérien. Merci Hassan Loussif. Abdelouhab Zaatri, vous êtes professeur à l'université, vous rencontrez des étudiants, des jeunes tout le temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, c'est une situation très, très grave. C'est les départs par tous les moyens, les haragas, les départs organisés, ceux qui ont des visas et qui ne reviennent pas, et ils ont raison. Moi, je suis pessimiste dans le cas de l'Algérie. Ce pouvoir n'entend pas changer. Il a épuisé les ressources énormes de l'Algérie et il nous met face au chantage, guerre civile ou moi, les étrangers ou moi. Et donc, il y a un article que j'ai écrit il y a quelques années, Le triomphe des médiocres ou le malheureux destin de l'Algérie. Je l'ai écrit il y a 6 ans et vraiment, c'est le malheureux destin de l'Algérie d'avoir été au moins aux mains d'un groupe qui a réussi à le saboter et contre lequel la société algérienne, avec toute sa diversité, n'a rien pu faire. Elle est là qu'observer la démolition de ce pays. Merci Abdelouhab Zaatri, merci beaucoup Yatik Saha, une prochaine fois Inch'Allah. Alors, merci Dr Saïd Khalil, merci Hassan Loussif,
Merci Abdelwahab Zaatri. Vous toutes et tous, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec cette petite musique justement qui parle de l'ghorba et بقاو على خير. ملي خرج في الصبحية ما ظهرش في العشية ملي خرج في الصبحية ما ظهرش في العشية سولت أحبابه البحرية خبر عنه ما بان يا بحر الطوفان ملي خرج في الصبحية ما ظهرش في العشية ملي خرج في الصبحية ما ظهرش في العشية سولت أحبابه البحرية خبر عنه ما بان يا بحر الطوفان يا بحر الغامق مداد